Donc, je te laisse la main un peu pour tout ça. Peut-être juste qu'on précise qu'avec 3AR, c'est nous qui on lance le truc, hein. Donc, juste pour préciser que les midis circulaires de la construction, ce sont des webinaires qui ont lieu chaque mois, en général tous les troisièmes jeudis du mois, à part quand il y a je dirais des moments de vacances. Donc parfois, on adapte un petit peu les moments. Et ce sont des webinaires qui durent environ 45 minutes, qui sont souvent assez spécialisés sur un thème. On vous avait envoyé comment dire, des questionnaires pour que vous puissiez vous exprimer sur les thèmes que vous préfériez. On va vous donner la réponse juste à la fin. Et du coup, tous les mois, vous aurez du contenu sur le sujet. Et par la suite, et c'est l'avantage du webinaire, c'est que vous aurez également une restitution vidéo qui est fait par ODIS, par des gens qui travaillent très vite sur le sujet. Et donc, du coup, tous ces contenus-là, si vous n'avez pas réussi à les avoir, vous pourrez les suivre a posteriori. Si vous n'avez pas pu voir ceux d'avant, vous les aurez sur nos vidéos. Il n'y en a qu'une qui n'est pas passée, qui concernait les financements. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc notre premier retour d'expérience concerne le projet Chaume Urbain, et c'est le moment où je laisse la main à notre ami Axel. Donc, bonjour tout le monde, je suis Axel Adam du collectif d'architectes Monolk Local, agence d'architecture à Bordeaux. Aujourd'hui, à la demande d'ODIS, on fait un retour d'expérience sur un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet de rue couverte qu'on a appelé Chaume Urbain, qui se situe à Saint-Denis, aux portes de Paris. Donc le contexte du projet, c'était un concours d'idées qui avait été fait par le groupe ICAD en 2019, en 2018 et 2019. Et sur ce concours d'idées, notre proposition de projet consistait à répondre à un projet de rue couverte de quasiment 1 km de long. Donc, on est presque à 900 mètres linéaires de projet. L'intitulé du concours était de proposer un projet fort sur la question environnementale. L'objectif, la fonction du projet donc de rue couverte, c'était de pouvoir valoriser les mobilités douces sur le parc des Portes de Paris. Donc, on se situe dans les anciens magasins généraux de Paris à Aubervilliers. Donc voilà, donc dans notre réponse au concours, c'est ce projet, donc Chaume Urbain, où on a essayé de travailler sur une architecture expérimentale, innovante, dans un contexte urbain très fort. Et notre proposition, on va dire, a été motivée sur une architecture biosourcée. Donc, notre projet utilise une ossature bois sur l'ensemble du projet et un toit de chaume sur sa couverture. Donc, l'idée pour nous, c'est un point qu'on fait suivre sur l'ensemble de notre projet, c'est essayer de travailler sur la matière. Et donc ici, un projet, on va dire, qui essaie d'être exemplaire sur l'utilisation de matière et une architecture biosourcée. Donc notre proposition de rue couverte en chaume et en bois, à l'issue des études, on a affiné de plus en plus le projet pour aller vers des thématiques, donc le biosourcé, l'économie circulaire. Et finalement, on s'est tourné vers une architecture en bois de réemploi structurel. Donc pour nous, c'était un peu une innovation d'aller sur le réemploi structurel et surtout à cette échelle-là. Donc à l'issue des études, il y a eu deux lauréats qui ont été il y a eu deux lauréats sur ce projet et chacun des lauréats a eu l'opportunité de faire des études et de pouvoir concevoir et construire un prototype de 40 mètres linéaires. Donc notre projet prototype, lui, on a essayé donc au cours des études de vraiment aller au bout de cette question du réemploi. Donc le réemploi au début des études, il se situait aussi bien sur
le sol, donc un recyclage de béton, la charpente, du vieux bois de réemploi. Et au niveau des fondations, on a eu aussi essayé de faire du réemploi. Et enfin, donc cette couverture en roseau, donc un toit de chaume. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des premières questions à ce niveau-là. Alors, première chose, est-ce que techniquement, tu penses que tu as la possibilité de faire un plein écran pour la présentation? Je sais que c'est en PDF, c'est pas toujours très simple, mais Comme ça, est-ce ouais, que c'est c'est mieux? mieux. Ah, c'est beaucoup mieux là, tout à fait. Et donc, moi, pour l'instant, sur le chat, j'ai pas vu beaucoup de questions concernant le projet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certaines personnes ont des questions concernant le projet lui-même? Si ce n'est pas le cas, on va enchaîner après par la suite sur les spécificités liées à ce bois de charpente de réemploi. Alors oui, première question d'Antonia. Est-ce que tu veux prendre la parole, Antonia, peut-être? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Non, ma question, c'était le choix des matériaux biosourcés, etc. Bonjour à tous déjà. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une offre locale où il a fallu le bois de déconstruction, par exemple, de réemploi, est-ce qu'il a fallu aller le chercher ailleurs, ou il y avait une offre en Seine-Saint-Denis particulière, et idem pour le chaume? Alors pour répondre à cette question, en fait, le concours, lui, avait pas de spécificité demandée au niveau du remploi. Par contre, nous, dans notre proposition, on s'est tout de suite associé à des bureaux d'études qui avaient, eux, cette expérience dans le sourcing, donc pour pouvoir repérer les différents gisements de bois potentiels. Mais à ce stade-là du projet, euh, la question du gisement arrive vraiment quand on commence à lancer les études, une fois qu'on a passé les premières phases de concours, en fait. Donc au début, on est vraiment sur un projet où c'est nous qui amenons, on va dire, cette innovation qui est presque une innovation low-tech. Et la question du gisement, on va la développer après, justement, notamment dans la deuxième partie de ce webinaire, avec les échanges qu'on a pu avoir avec les charpentiers, avec notre bureau d'études à l'emploi, et justement sur toute la méthodologie qui a permis de faire en sorte de trouver ce bois. D'accord. Est-ce Ok, qu'il y a merci. d'autres questions sur le projet ou on va directement sur la question du réemploi? Je ne vois pour l'instant pas de questions, donc je suggère qu'on y aille. Voilà, comme ça nous laissera plus de temps pour creuser les spécificités. Voilà, donc pour finalement, je réponds maintenant un petit peu à cette question du réemploi. Pour plusieurs types de projets, donc on essaie de définir une méthodologie de réemploi. Donc cette méthodologie, elle correspond au schéma que vous voyez, qui permet d'aller finalement d'un gisement, qui va être la matière, pour finalement nourrir le projet final, donc ici une recouverte. Donc les différentes étapes, on va dire, clés pour passer d'un gisement et finalement l'identifier comme une ressource, et ensuite à partir d'une adaptation et d'un reconditionnement, on va pouvoir lui donner sa nouvelle fonction et ensuite réutiliser cette matière pour en faire là ici donc du réemploi structurel et donc ce projet de recouverte. Donc au niveau de cette méthodologie, on a travaillé très en amont au niveau des études sur, on va dire, une sorte d'événements successifs qui permettaient de nourrir le projet à partir de gisements. Au niveau de l'appel d'offres, donc quand on commence la consultation des entreprises, on avait fait une première, enfin notre volonté, c'était de travailler avec deux lots, donc un premier lot qui était curage d'amélioration et un lot charpente. Ça, c'était ce qu'on avait défini au niveau du marché, où la logique, c'était de pouvoir justement, à travers le lot curage-démolition, identifier des gisements, que cette matière puisse être finalement achetée par la maîtrise d'ouvrage,
Et ensuite, à travers donc la méthodologie de caractérisation de ces vieux bois, on aurait utilisé cette matière pour le projet. Donc là, sur le schéma, on voit que l'association l'eau, curage, démolition et l'eau charpente a été finalement infructueux. On n'a pas eu de réponse au niveau du premier lot, curage, démolition. Mais de l'autre côté, au niveau de la maîtrise d'œuvre, on avait quand même fait des recherches pour pouvoir finalement aider le sourcing. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une incapacité, on va dire une incompatibilité de temps pour l'achat de fournitures qu'on avait pu repérer sur des chantiers de démolition par la maîtrise d'ouvrage, posant notamment la question de l'assurance de la matière et du stockage de la matière avant même que le chantier ait pu commencer. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi avec notre premier schéma, mais on s'est très vite retourné pour aller vers une alternative où finalement, dans les réponses à l'appel d'offres, c'est le lot charpente qui avait lui-même intégré la fourniture de vieux bois avec une variante en bois neuf qui permettait d'assurer les quantités de matière. À ce stade-là, on a un charpentier qui va répondre au marché, mais qui n'a pas forcément tout de suite dans son atelier la matière pour travailler sur le projet. Je ne sais pas si, Johan, tu veux intervenir peut-être à ce niveau-là? Oui, donc concernant en fait la question, c'est sur le stock de bois que nous avions ou que nous pouvions avoir, c'est ça? Voilà, au niveau de l'appel d'offres, donc votre entreprise, donc Glo Charpente, vous allez travailler sur notre projet et finalement proposer dès cette phase-là votre propre fourniture de vieux bois, finalement. Ouais. C'est-à-dire que nous, dans nos travaux, il nous arrive de faire des restaurations de bâtiments et des modifications de charpente. Et donc, ça nous arrive de récupérer du bois, du vieux bois. Et notamment sur ce chantier, c'est ce qui nous a permis de faire toutes les pannes quasiment. Et après, lors de l'étude du projet chez nous, on s'est retourné aussi vers des fournisseurs, vers des récupérateurs de vieux bois qui nous ont fait un peu le listing de ce qu'ils avaient en stock et on a pu, avec nos besoins et les besoins du chantier, pouvoir répondre en fait à la demande. Merci Yann. Donc voilà, à ce niveau-là, donc le Glo Charpente répond au projet et on a besoin pour notre projet donc d'un certain cubage de bois pour réaliser l'ensemble de l'ossature. Dans la méthodologie de réemploi qu'on avait définie, nous, au niveau du marché, donc on demandait effectivement à avoir un suivi, une traçabilité de ces bois. Et donc, le Charpente, là, nous propose, pour répondre à la quantité, à trois différents gisements, donc, qui correspondent chacun à des classes d'emploi différentes suivant la position des éléments dans le projet. Et aussi le fait d'avoir plusieurs gisements, plusieurs essences de bois, que ce soit du bois massif ou du lamellé collé, c'était quelque chose qui avait été déjà annoncé au niveau des études et validé par la maîtrise d'ouvrage sur le fait qu'on aurait un projet qui aurait une hétérogénéité visuelle, d'apparence. Donc ici, on voit par exemple en image, d'un côté, on a un premier gisement et de l'autre, un autre gisement. Sur la Johan, peut-être tu peux dire un petit peu d'où proviennent les différents éléments? Oui, pas de souci. Alors, sur la photo de droite, en fait, on voit c'est des pannes, c'est ce qui nous a servi pour réaliser c'est des pannes en lamellé collé
qui était sur une pergola d'un hôtel qu'on a rénové, qui est juste à côté de l'entreprise, en fait, à 600 mètres de l'entreprise. Et donc, ça avait été… c'est des bois qu'on a récupérés, puis par habitude, on stocke. Donc là, ça tombait bien. Donc ça, c'est du lamellé-collé c'est du glace, il me semble, ou du pain, je ne sais plus. Il me semble que c'est du Douglas en lamellé-collé. Et sur la photo de gauche, on a différentes pièces de bois, des sections. Donc là, c'est principalement du chêne. On a un petit peu d'orme peut-être dedans. Et donc ça provient de vieux bâtiments, de vieux bâtiments souvent de centre-ville, de granges, de maisons d'habitation dans les centres-villes où on a des chevrons, des pannes. Et donc là, on a toute longueur, toute section. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant ici, donc, c'est qu'on voit bien qu'on a deux bois vraiment différents entre le bois massif et le lamellé collé, et que finalement on va réussir par une sorte de jeu de position dans le projet de recouverte à les repositionner en fonction des classements mécaniques qu'on pourra faire des bois et aussi en fonction des différentes sections. Ça. Donc là, par exemple, ce qui avait été étudié, c'était de définir deux classes de résistance entre les éléments protégés et les éléments non protégés. Donc, soit du classe 3, soit du classe 2. Au niveau de sur la partie technique, au niveau de la méthodologie de caractérisation, donc ça, c'était un gros sujet parce que au niveau de la caractérisation mécanique des bois. On avait donc trois lots différents issus de trois gisements. Chaque bois devait être finalement testé mécaniquement pour être validé par le bureau de contrôle. Donc là, vu que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a changé le schéma un petit peu qu'on avait prévu au niveau du marché, et là, c'est avec le charpentier directement qu'on a pu finalement nous améliorer sur cette question du réemploi structurel et définir aussi avec l'aide de la direction technique du bureau de contrôle une méthodologie, on va dire, exhaustive qui permettait de tester mécaniquement l'ensemble des bois. Donc là, ici, on voit, on est donc dans l'atelier de Glo Charpente, où on est sur la troisième, on va dire, phase de la méthodologie de caractérisation, qui est le test en flexion 4 points. Donc, Johan, pareil, si tu veux ajouter quelques mots. Pas grand-chose. Ouais, ici, on voit nos compagnons en fait, qui font un test de flexion sur les vieilles pièces de bois. Donc voilà, on a retesté, recontrôlé la flexion en fait, des bois sur le bâtiment. En fait. Voilà. David, si on a quelques questions peut-être à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites, mais par contre, je pense qu'il y aura certainement plus de personnes qui auront des questions. Moi, j'en ai en tout cas, mais je préfère que ce soit vous qui vous exprimiez. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole directement? C'est plus simple si les questions sont posées en avant, mais là, pour le coup, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Colline, peut-être? Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas charpentier de métier. C'était juste pour savoir, là, les tests, c'est un surcoût, j'imagine, ou enfin, est-ce que c'est un gros surcoût et est-ce que c'est pris en charge, enfin, par qui c'est pris en charge le surcoût pour tester la solidité du bois, comme je le dis dans ma terminologie, mais vous l'avez mieux dit. Alors, je peux peut-être répondre. En fait, nous, on l'avait prévu dans notre étude de passer du temps pour retester les bois. Alors, dans votre question, on n'a pas retesté tous les bois qui ont été mis en œuvre. On les a classés par section, longueur et par matière. Comme après, le rôle du charpentier est aussi d'orienter les bois, les vieux bois, et on fait des tris visuels surtout. Et après, pour pouvoir répondre au bureau de contrôle et aux différentes notes de calcul dont on avait besoin, on a fait des tests sur les différentes sections, sur les différentes longueurs. Et après, on n'a pas testé tous les bois. Non, ça, c'est pas possible.
Et du coup, Les- pardon. Oui, l'idée là quand Johan explique qu'il n'a pas testé tous les bois, c'est aussi de montrer que sur un gisement, on l'identifie comme un lot, on va dire, homogène. Et sur chacun des différents lots, on va prendre des types caractéristiques, donc aussi bien le plus représentatif, le plus faible et le plus fort. Et c'est sur eux qu'on va faire ces tests de flexion. Donc, on va dire c'est un test de caractérisation par lot homogène. Voilà. Alors, Tiffaine a posé une question, je crois qu'elle a eu la réponse, mais est-ce que tu veux poser une autre question, Tiffaine, parce que j'imagine que ça entraîne d'autres choses derrière. Donc, elle a eu sa réponse, c'est cool. Du coup, moi, peut-être que je poursuis avec une question. Du coup, moi, comment vous avez fait avec notamment les bureaux de contrôle? C'est-à-dire que vous avez formalisé comment dire, cette méthodologie avec cet échantillonnage, et du coup, ça leur a suffi finalement, cette note-là? Vous pouvez reprendre votre question? Ma question, c'est vis-à-vis du bureau de contrôle, quel a été l'élément de preuve? C'est-à-dire que vous avez formalisé cette méthode, euh, c'est-à-dire que vous avez fait une note en disant, voilà, on fait tel test sur un échantillon de temps, ou globalement, vous n'avez pas tout formalisé, et quels sont les éléments que vous leur avez donnés? En fait, sur le bois, en fonction de la matière, le taux d'humidité, on a déjà des bases de flexion, de contraintes physiques sur le bois. Et là, il s'agissait de retester des vieux bois avec toute la détérioration qu'il peut y avoir dessus, l'usure, et de pouvoir redonner au bureau de contrôle certains coefficients de caractéristiques mécaniques du bois pour qu'on puisse re-rentrer dans nos logiciels de calcul les nouvelles contraintes dues au vieillissement du bois. Et voilà, après, ça a répondu, enfin, c'est ce que voulait le bureau de contrôle voilà, pour le projet, quoi, en fait, je pense. Voilà, dans les échanges qu'on a pu avoir entre le bureau de contrôle, notre bureau d'études structure, la direction technique du bureau de contrôle et le charpentier, finalement, on a défini une méthodologie, on va dire, qui permettait effectivement de pouvoir valider par le calcul des bois. Donc, comme disait Johan Nicole, donc on avait effectivement les questions, on avait une première analyse visuelle, on va dire, qui était l'expérience empirique du charpentier à ce stade-là. Ensuite, on avait la partie calcul, donc qui avait été définie avec le bureau de contrôle, et à partir de justement des tests sur des lots représentatifs des différents gisements, on a pu sortir les résultats de ces calculs et effectivement prouver avec la masse volumique, les tests sur les tests en flexion, les efforts sur le bois qui ont été soumis, on a pu comme ça définir de manière finalement exhaustive, répondre à l'ensemble des demandes du bureau de contrôle pour que le projet puisse se faire. Alors justement, Colline peut-être peut reprendre à la main sur le bureau de contrôle, elle avait une autre question. Pardon, j'ouvre mon micro. C'était pour, mais vous l'avez déjà un peu exprimé, enfin pas tout à fait, mais est-ce que vous étiez les premiers à proposer un projet avec du réemploi à ce bureau de contrôle? Est-ce que vous avez ouvert la voie ou c'était déjà des logiques et des choses qu'ils étaient habitués à travailler, à voir arriver voilà. Disons, pour répondre à cette question, le bureau de contrôle avait la capacité de son côté d'avoir une direction technique avec des spécialistes en structure bois et notamment sur des vieux bois aussi. Donc le bureau de contrôle a pu s'appuyer sur sa direction technique pour finalement aider à définir toute cette méthodologie de calcul.
Et désolée, je continue, mais c'est pour savoir en gros l'acculturation, quoi. Vous disiez, je pense, Axel, mais peut-être que je me trompe, qu'il n'y avait pas de, je sais pas comment on dit, critères réemploi dans la demande initiale. Vous y êtes allé, donc vous avez fait votre proposition sans savoir qu'il y aurait une écoute favorable, ou avant vous avez sondé en disant, OK, là-dessus, je peux proposer un projet réemploi? Moi, je Alors, veux bien répondre du coup pour oui, voilà, documenter. j'allais te Quand même pour la lancer. maîtrise d'ouvrage, ouais. Alors, je me présente, je suis Elsa Kieffer, je suis de la société ICAD, on est maître d'ouvrage du projet. Je tiens à m'excuser tout d'abord parce que j'ai beaucoup de mal à me connecter. Je suis actuellement en congé à la montagne et je suis sur mon téléphone portable. En fait, nous, on travaille beaucoup sur le thème du réemploi et en fait, le réemploi faisait partie de la demande initiale. Donc, lorsqu'on a lancé le concours d'idées pour la rue couverte, dans le cadre du dernier kilomètre sur notre parc d'affaires, le réemploi faisait partie du projet. Nous, on avait vraiment envie d'avoir un projet qui parle de réemploi. On en a déjà fait en tant que maître d'ouvrage. On a déjà fait un bâtiment de bureau qui fait 30 000 mètres carrés à peu près, dans lequel on a fait du réemploi. Donc, pour nous, c'était une demande très précise. Voilà, c'était important pour nous de faire ce réemploi. Merci beaucoup, Elsa. J'avais une question de Monique. Est-ce que tu veux que je pose la question? Allez, je vais la poser pour qu'on gagne un petit peu de temps. Est-ce que finalement, la méthode que vous avez utilisée, on peut se l'approprier pour la réutiliser sur d'autres chantiers et de se dire, ben voilà, maintenant qu'on a une méthode validée pour le réemploi, bah, du coup, demain, on peut capitaliser dessus. Même vous, en fait, on a déjà discuté, Axel, vous avez validé un process. Est-ce que finalement, vous ne l'utiliseriez pas sur d'autres chantiers? Alors, si, tout à fait. L'intérêt, on va dire l'avantage de ce projet de rue couverte, c'était effectivement d'écumer, d'éprouver les différentes lacunes ou alors les différents points où on avait besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir finalement reproduire sur un futur projet et peut-être un bâtiment cette question du réemploi structurel. Ok. Peut-être Antonia avait une autre question. Oui, oui. Donc du coup, la question c'était est-ce que entre le gisement réemploi réel que vous avez identifié et celui que vous avez pu, enfin, entre le gisement réemploi que vous avez estimé, identifié et celui que vous avez réellement pu utiliser, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes, entre guillemets? Et voir est-ce qu'il y a eu des gisements, enfin des éléments que vous aviez identifiés, mais qu'il a fallu retraiter après, par exemple assécher ou autre. Enfin, pareil, je ne suis pas charpentière. Mais... Pour le niveau de perte de bois, entre ce qu'on a récupéré comme bois et ce qu'on a utilisé, on est à peu près à 30% de perte, parce que par rapport à du bois neuf, en fait, le bois neuf, on va commander à la longueur. Là, chez les récupérateurs de matériaux et ce que nous, on avait en stock, on ne choisit pas la longueur, donc on pouvait avoir des pièces de 3,50 m, je ne sais pas, et on avait besoin d'une pièce de 2,50 m dedans, donc on avait 1 mètre de perte, mais globalement, après, vu la structure du projet où on a énormément de pièces de différentes longueurs, on a réussi à trier pour arriver qu'à peu près 30% de perte. Okay, merci. Alors, il y a aussi une question de Charlène. Je propose que ce soit la dernière pour cette section-là pour qu'on puisse avancer après par la suite. Oui, bonjour. En fait, alors je pense que j'ai peut-être raté la slide du début dans lequel il était mentionné, je crois, infructueux. Donc, j'ai pas bien compris. En fait, ma question, c'est plutôt au moment en fait de l'élaboration du marché. Est-ce que la méthodologie était déjà figée et discutée avec le bureau de contrôle, ou est-ce que finalement elle a été construite avec l'entreprise en fonction de ses possibilités, notamment en termes de banc d'essai, je vais dire, au moment du chantier en fait? À quel moment vraiment c'est finalisé la méthodologie? Alors, pour répondre à la méthodologie, elle s'est vraiment affinée et concrétisée une fois que le projet était déjà en cours. Au niveau des études, nous, on avait fait
une première méthodologie de réemploi, mais qu'a posteriori, on va dire qu'elle était incomplète sur certains points, notamment sur des questions de calcul, qu'on a dû revoir avec le bureau de contrôle. Mais la méthodologie, on va dire, elle était déjà là, elle avait déjà été négociée d'une certaine manière avec des charpentiers expérimentés, mais on a pu voir, nous, au cours du projet, qu'il fallait répondre finalement à un peu plus de points que ce qu'on avait pu prévoir au début. Très bien, Ok, Axel. merci. Je propose qu'on avance. C'est vrai qu'il commence à y avoir des questions, mais je pense que la suite va être très intéressante aussi, en fait. Donc pour continuer un petit peu, et finalement ça va répondre à quelques-unes des questions qu'on se posait, c'était une des premières phases du chantier. Donc on avait demandé un prototypage, donc un montage à blanc ici qui a lieu dans l'atelier de Glo Charpente, pour pouvoir vérifier et valider certains niveaux de détail, certains points techniques, justement avec les gisements qui avaient été identifiés. Donc là, on peut voir en image qu'on a une sorte de vieille charpente où on peut effectivement voir toutes les imperfections d'un vieux bois directement. Donc là, ce qui était intéressant à ce stade-là, c'était vraiment de pouvoir avoir physiquement finalement cette matière, ce vieux bois, et le mettre dans un premier prototype. Voilà. Donc par la suite, donc le chantier a démarré. Donc là, on est à Saint-Denis, sur la parcelle de projet. On va dire les questions qu'on se posait sur la mise en œuvre sur site, finalement, on est dans un projet assez classique où le montage de la charpente se fait très facilement. On a le fait d'avoir finalement les éléments qui sont prémontés une fois en atelier, permet d'avoir un équivalent de préfabrication de tous les éléments. Et quand on arrive sur le chantier, le charpentier a une efficacité de montage, on va dire, équivalente à un projet en bois neuf. Là-dessus, ce qui est important aussi, c'est que donc on a le bureau de contrôle, une fois que toutes les parties avis, visa sont passées, au niveau du bureau de contrôle, on a quand même un suivi qui est, on va dire, renforcé sur des points clés qu'on a pu qu'on pourrait avoir au niveau de la mise en œuvre. Donc ici, on voit la deuxième partie du chantier. Donc l'ossature monte. On voit à l'intérieur du projet donc toutes les imperfections d'un vieux bois. Donc on a des bois gauches, on a des bois qui ont pas la même finition. On a des sections qui sont différentes les unes des autres. Donc finalement, pour nous, c'est un peu la première réussite. On a un projet avec différents bois. On a vraiment cette hétérogénéité visuelle qui se met en place. Un des grands intérêts pour nous sur ce projet, donc il s'est fait sur 2 points. Ici, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, donc sur la charpente, on a un échange, un dialogue avec le charpentier qui est important. Et puis au cours des discussions, Johan, tu pourras confirmer, on a un projet où finalement le charpentier est content de faire ce projet parce que le vieux bois, c'est valoriser beaucoup la main-d'œuvre, du fait que le nettoyage nécessaire de certains éléments de la charpente ne soit pas possible
d'être fait en machine. Donc, l'ensemble des nettoyages se fait à la main, l'ensemble des taillages, des façonnages se fait à la main. Et finalement, on a un projet où on a un indice fort sur la préservation du savoir-faire. Et donc, encore une fois, c'est cette valorisation de la main-d'œuvre. La compétence du charpentier qui renoue un petit peu avec ces connaissances traditionnelles. Johan, si tu veux ajouter un petit mot là-dessus. Oui, c'est vrai que pour nous, ça a été un super projet, hein, du début jusqu'à la fin de la réalisation. Tous les ouvriers, tous les acteurs de l'entreprise se sont éclatés. Par rapport au savoir-faire, c'est vrai que aujourd'hui, tout ce qui va être bois neuf, calibré, beaucoup passe en machine, en robot de taillage. Et ces vieux bois de récupération, c'est tout simplement pas possible. C'est obligé de passer par du taillage manuel. Il faut orienter les bois, c'est-à-dire qu'un bois tortueux, il faut pouvoir le mettre en œuvre pour que la charpente soit quand même droite. On a sur des vieilles pièces de bois des fois des vieux trous, des vieilles entailles. Donc c'est tout un savoir-faire d'orientation aussi, hein, de mettre en valeur le bois, parce que c'est qu'il soit tordu dans le bon sens. Vraiment, c'est vraiment un savoir-faire de charpentier sur la rénovation dans l'utilisation de ces vieux bois. Merci. Donc là, sur le projet, donc une petite vue du ciel, on commence à voir, on a l'ensemble de la structure primaire et secondaire qui est terminée. On a à ce stade-là, donc on a 75% qui a été monté en bois de réemploi, donc qui concerne les poteaux, les liens de pente, les arbalétriers et les pannes, et 25% de bois neuf qui correspondent aux chevrons et aux deux chevêtres. Pourquoi un petit peu de bois neuf malgré tout? C'est que les éléments de chevrons sont des éléments de très faible section. Et c'est vrai que d'un point de vue finalement économique, il y a aussi cette difficulté de pouvoir trouver ces sections-là et de trouver des gisements qui auraient pu nous permettre d'avoir tous ces éléments-là en bois de réemploi aussi. Donc c'est pour ça qu'on a ce ratio, donc 75% de réemploi et 25% de neuf. Si je peux juste me permettre de rajouter, c'est aussi par habitude en fait, chez les récupérateurs de matériaux et chez nous, les charpentiers, généralement, on récupère les pièces maîtresses, les pièces qui vont être en bois noble, c'est-à-dire qu'on parlait du chêne principalement. Oui. Et toutes ces pièces-là, alors sur le projet, on a quelques chevrons, de vieux chevrons de vieilles battistes, des sections qui sont un peu plus importantes, parce que dans le temps, on utilisait des sections plus importantes. Mais dans ce genre de sections, généralement, les entreprises qui démontent les bâtiments ne récupèrent pas ce genre de bois. Tout ce qui est sapin, on va pour l'habitude de récupérer, ça part directement en décharge. Il faudrait travailler en amont pour pouvoir récupérer ce type de bois, en fait. Donc, si je continue donc, sur la finition du projet, donc là, les images sont assez parlantes. Donc, on est sur un projet qui a été livré cette année, là, en janvier 2021, et on a cette esthétique de vieux bois. Donc, là, notre contentement était effectivement d'avoir dans cette architecture, on va dire, qui a une forme contemporaine, de retrouver aussi le côté très traditionnel d'une vieille charpente, donc des bois gauches, on a du bois de réemploi sur tous les éléments visibles en sous-face, et donc on a la présence d'anciens détails de mortaise sur certains éléments. On a des éléments aussi de traces d'insectes qui auraient pu attaquer certains bois, etc.
Bon, là, il commence à y avoir quelques questions. Bon, Florence Séluc, il y avait une question sur le bureau de contrôle, encore une fois. Vous avez votre Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous l'avez peut-être dit, mais je n'en ai pas souvenir. Qui est le bureau de contrôle sur cette opération? Je vais prendre la parole, du coup, c'est Elsa Oui. Kieffer de ICAD. En fait, on a pris comme bureau de contrôle Socotec, sachant, parce que nous, voilà, on est maître d'ouvrage, on est en fait une foncière tertiaire, on construit pas mal de bâtiments, et donc on a fait appel en fait à des prestataires avec lesquels on a l'habitude de travailler, et donc on a pris Socotec pour le bureau de contrôle, pour nous accompagner sur ce projet. Ensuite, Monique avait une question par rapport à comment vous est venue cette idée. Pardon, Monique, je ne pose pas la question à ta place. Tu veux poser la question, Monique? Non, je vais la poser alors, du coup. D'où vient l'inspiration, en fait, finalement, de réutiliser le bois de charpente, notamment structurel? Alors, le pourquoi du réemploi structurel, c'est finalement pour nous, c'est une sorte d'avancée de pas à pas sur l'ensemble de nos projets. On avait déjà testé la question du réemploi, mais sur des éléments de type façade, bardage ou même mobilier. Et c'est vrai que on s'était dit que sur un projet comme ça d'ouvrage d'art, il y avait tout un intérêt finalement à avancer d'un nouveau pas vers cette question du réemploi structurel. C'était un petit peu essayer d'aller un petit peu plus loin que du réemploi qu'on peut voir et qui est déjà mis en œuvre sur quelques bâtiments, sur de la fourniture. Que ce soit mobilier, fourniture d'intérieur ou façade. Et là, c'était vraiment essayer de passer un peu à l'étape supérieure et de proposer un projet en réemploi structurel. Alors, il y avait encore une question de Amandine par rapport. Elle en avait plusieurs, notamment par rapport au coût, mais je pense qu'on y vient à la fin. Et donc, du coup, elle avait une autre question par rapport au bureau de contrôle. Je la laisse la poser. Oui, je me demandais du coup si puisque finalement le réemploi était prévu dans le programme du maître d'ouvrage, est-ce que c'est un critère du coup de sélection du bureau de contrôle, sa capacité à travailler avec du réemploi? Alors, Elsa, en fait, ouais, je reprends la parole. Non, en fait, nous, on a déjà travaillé sur le réemploi. Donc, on a choisi, enfin, juste à côté de la rue couverte que vous pouvez voir, l'immeuble en fait qu'on voit derrière, c'est un immeuble qui est assez important pour nous qui s'appelle Pulse, sur lequel en fait on a fait beaucoup de réemploi. Et en fait, on a choisi de prendre Socotec parce que justement, Socotec avait travaillé déjà sur le réemploi sur le bâtiment Pulse. Donc, on les savait un peu ouverts sur ce thème parce que quand on a fait Pulse, on a eu beaucoup de leviers, on a rencontré beaucoup de problèmes dans le cadre du réemploi et on a levé les freins au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et donc, on avait été accompagné déjà à l'origine par Socotec. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on les a choisis et aussi parce que c'est vrai qu'on construit beaucoup, enfin, on travaille beaucoup avec eux, donc on les connaissait et ça a facilité, je pense, un peu le chantier. Voilà. Très bien, merci. Je propose qu'on continue, comme ça on viendra aux questions qui brûlent les lèvres de tout le monde sur les coûts. voilà, donc quelques points clés sur le projet. Là, vous avez une image où on peut voir le chaume est terminé sur la charpente. Donc sur ce projet donc de 40 mètres de long, on a un équivalent de 16 mètres cubes de bois, dont 12 mètres cubes de bois de réemploi, donc poteaux, liens de pente, arbalétrier, panne, et 4 mètres cubes de bois neuf sur les chevrons et chevêtres.
Les différents intérêts sur ce projet, on les place à différents niveaux. Donc, ce que je disais en démarrage de projet, on souhaitait faire une architecture biosourcée. Donc, ici, aussi bien sur la structure que sur la vêture. Là, après une comparaison, on va dire, avec des différents ouvrages qui auraient pu être faits avec d'autres matériaux, donc en bois neuf et une toiture en chaume, on a une réduction de 85% des gaz à effet de serre. Donc ce qui est pas négligeable. Et si on compare une structure acier avec du bois neuf, on est aussi sur un ratio de 80%. Donc finalement, ici, on a un projet avec le chaume qui est quasiment un élément neutre d'un point de vue carbone, et le bois de réemploi qui a très peu de gaz à effet de serre. On a vraiment un bilan carbone qui est favorable. L'autre intérêt du projet ici, c'est de pouvoir démontrer la question de l'architecture réversible, c'est-à-dire on est parti de différents chantiers de démolition. On arrive ici à reconstruire une nouvelle architecture à partir de ces éléments-là, et on donne le potentiel de cette architecture de devenir quelque chose d'autre plus tard aussi. Alors, ouais. Vas-y, David. Est-ce que c'est le moment où on parle un petit peu des, comment dire, des plannings et des coûts, ou est-ce que, ouais, je pense que c'est peut-être le moment. Hein. Donc voilà, donc sur donc sur ce retour d'expérience, ce qui est comme le dit David, il y a des paramètres qui sont importants au niveau des coûts, sans forcément donner de chiffres exacts sur le projet. On est quand même sur des questions économiques, c'est-à-dire que quand on se lance sur ce projet, on a du bois de réemploi, on a une matière de réemploi, on est sur un coût, on va dire, soit équivalent, soit légèrement supérieur à du bois neuf. Le critère économique est encore compliqué à ce niveau-là. Donc c'est vraiment grâce à la confiance du maître d'ouvrage que le projet il a pu se faire de cette manière aussi. La question du planning, donc là c'est vraiment le retour d'expérience qui permet de se poser ces questions. C'est effectivement entre le premier schéma qu'on avait pu prévoir nous sur la question du sourcing, pour aller jusqu'à la fin du chantier, on se rend compte qu'il faut effectivement avoir une meilleure structuration au niveau des gisements, et finalement anticiper un planning sur le long terme. Là, le projet fait 40 mètres de long. Dans les premières, c'est un projet qui a vocation à s'agrandir dans les années qui viennent, et faire peut-être plusieurs centaines de mètres. Donc la question du gisement se posera un petit peu différemment, du fait qu'on sera plus sur, on va dire, 16 mètres cubes de bois plus les 30% de chute, mais on sera sur des quantités beaucoup plus conséquentes. Donc ça posera effectivement la question des gisements, du nombre de gisements, effectivement la validation de tous ces gisements aussi, le stockage de tous ces éléments-là. Et donc ça, c'est vraiment des discussions qu'il faut anticiper avec le charpentier sur ce genre de projet. David, si tu veux rajouter quelques... Oui, du coup, il y avait quelques questions. Donc, sur les axes de développement, effectivement,
suite à tout ce que tu nous as présenté, effectivement, comment tu imagines finalement déployer tout ce savoir-faire, non seulement dans votre agence d'architecture, mais aussi au niveau du maître d'ouvrage et également des charpentiers. Comment on se dit que ce qui a été fait là est reproductible pour la suite et que peut être proposé sur d'autres opérations? Est-ce que vous voulez répondre un petit peu à ça, de comment déployer ça au lieu de faire en sorte que ce soit juste un one-shot et qui ne vivent qu'à cet endroit-là, quoi, au moins au niveau technique? Alors, c'est vrai qu'au niveau technique, donc, il y avait effectivement toute la méthodologie de caractérisation du bois de réemploi pour qu'il devienne valide d'un point de vue structurel. Donc ça, c'est une sorte de premier, on va dire, document qu'on va pouvoir réutiliser et qu'on intégrera sûrement dans nos prochains CCTP. Donc ça c'est vraiment un travail qui a duré quelques mois pendant les études et le chantier, et ça c'est vraiment un travail qu'on va pouvoir réutiliser de manière très très objective. Après, sur comment faire en sorte qu'un projet comme ça soit reproductible, c'est un peu les questions que je soulève. C'est la question de la structuration des gisements. Aujourd'hui, si on devait faire cette même logique sur un bâtiment, où on aurait des besoins en cubage de bois beaucoup plus importants, ce qui est important de voir, c'est effectivement d'améliorer, et je pense aussi de notre côté de maîtrise d'œuvre, tous les acteurs, les fournisseurs qui puissent finalement alimenter cette fourniture. D'accord. Peut-être Par aussi une rapport à question ça, si Oui. je peux peut-être Vas-y. compléter, en fait, nous, par rapport à ce projet, c'est vrai que sur les 40 mètres carrés, donc ça représente un certain cubage. On a des fournisseurs de récupérateurs de bois, et sur un projet qui serait dans la continuité et d'en refaire, la difficulté, ça serait de pouvoir en fait trouver et prendre le temps de trouver les bois qui correspondent au projet. Et comment ça s'est passé chez nous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à sortir tous les plans, on a eu un listing de bois, et ce listing de bois, on a dû se rendre chez des fournisseurs, et le temps de trier le bois, de le sélectionner et de le ramener, c'est ce qui nous a pris un petit peu de temps. Si d'autres projets étaient à faire comme ça, ce serait d'avoir plus de temps entre la validation des plans, les sorties du listing et la récupération de bois, qui pourrait prendre plus de temps. Le gisement, je pense que sur ce type de bois, il y a ce qu'il faut, en France, mais c'est le temps de tout récupérer, quoi. Ok, très bien. Et donc, vous, du côté de l'entreprise, justement, est-ce que ce n'est pas aussi un axe de développement de se dire de travailler plus avec ce type de bois et peut-être travailler plus avec un axe déconstruction? Est-ce que vous avez ça en tête, de se dire qu'il y a peut-être une opportunité à creuser ce genre de questions par la suite? Les travaux alors, des projets neufs comme ça en rénovation, enfin avec du bois de récupération, oui, ça peut être un axe de développement chez nous. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de demandes. On fait chez certains particuliers des fois des projets avec du vieux bois. Le vieux bois, en général, est assez recherché, hein. C'est pour ça qu'on en stocke dans les entreprises, parce que on sait que ça va servir un jour. Et pour changer une poutre, pour faire différentes choses, mais ça peut être un axe de développement, effectivement, et on en fait déjà dans la rénovation. Déjà dans la rénovation du patrimoine, on utilise déjà du bois comme ça. D'accord. Et peut-être au niveau de la maîtrise d'ouvrage, est-ce que justement il y a une volonté de reproduire ce type de réemploi ou un autre type de réemploi par la suite? Alors, en fait, moi, ce que je dois dire, c'est qu'en termes de réemploi, nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille sur le réemploi au syndicat.
ICAD, c'est une foncière et en fait, on a travaillé déjà depuis plusieurs années. On était un groupe de salariés dans l'entreprise qui avons travaillé sur le réemploi parce qu'on s'est rendu compte qu'on produisait beaucoup de déchets et qu'on arrivait en fait à mettre à la poubelle des choses neuves. Enfin, typiquement, quand vous livrez un immeuble neuf, vous le livrez aujourd'hui avec de la moquette. Si la moquette ne plaît pas au preneur de l'immeuble, la moquette, elle part à la poubelle. Donc, on a commencé à réfléchir comme ça. Et du coup, c'est vrai que nous, de plus en plus sur nos projets, on fait du réemploi. On est nous-mêmes, Olivier Guillouette et moi, mon directeur qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait un autre rendez-vous, à l'origine aussi d'une entreprise qui s'appelle Cycle Up. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, on travaille déjà depuis plusieurs années sur ce sujet. Et du coup, on intègre de plus en plus de réemploi dans nos projets. C'est-à-dire que maintenant, on est amené à démolir, quand on est amené à démolir des bâtiments, on réalise des audits pour identifier les matériaux qui seraient susceptibles d'être récupérés et on les met en vente sur la plateforme de Cycle Up. Donc, on a à la fois cette partie-là en termes de démolition et en termes de construction. On fait aussi en sorte que le réemploi intègre de plus en plus nos projets. Donc, c'est vraiment une volonté qu'on a depuis plusieurs années et qu'on a mis en place et sur lesquelles on avance régulièrement. Merci beaucoup. Alors, peut-être que je vais prendre une ou deux questions. Donc, Emmanuel a posé une question par rapport au gisement. Est-ce que tu veux poser la question ou est-ce que je la pose à ta place ? Je vais la poser pour gagner un peu de temps. C'est peut-être pour les entreprises de charpente. Sur quelle aire géographique vous avez trouvé du réemploi? Est-ce que vous avez réussi à trouver du bois de réemploi vraiment local? Alors, nous, on est situé dans la Sarthe, au Mans. On a été jusqu'à le gisement, les 2 entreprises de récupération chez qui on était, elles se situent maximum à 1h30 de route. C'est-à-dire que entre 100 et 150 km autour de l'entreprise, plus ce qu'on avait, nous, en stock. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a une autre dernière question, peut-être? Ah, Emmanuel, encore? C'était pour rebondir par rapport à la problématique de sourcing. Donc, moi, j'interviens sur une matériothèque en Savoie où on a justement un partenariat avec le PFL local pour tout ce qui est tous les bâtiments destinés à une démolition et une déconstruction. En tout cas, le PFL nous missionne pour venir récupérer la charpente. Ça peut être de la charpente industrielle, ce n'est pas forcément des bois très nobles, ce n'est pas forcément des chênes pluricentenaires. Et derrière, on fait y compris la découpe à façon, c'est-à-dire que les chevrons qui ont été évoqués, on les produit, c'est-à-dire qu'on fait intervenir même une scierie mobile sur le lieu du chantier de déconstruction pour récupérer les faces jolies qui peuvent être utilisées pour faire du bardage. On recalibre des poutres, on va produire des chevrons ou des poutres à dimension, et puis toutes les petites chutes, on va les redécouper pour faire par assemblage du parement. Donc on arrive avec des taux de valorisation assez impressionnants. La difficulté est plus de gérer la présence de clous, parce que une scierie mobile n'aime pas trop ça. Mais il y a bien, en tout cas, ça permet d'avoir des gisements. Là, quand je voyais le cubage de bois qui était nécessaire pour ce produit-là, c'est des choses qui peuvent être assez rapidement et assez facilement mobilisées. La question est en plus ces notions de stockage et visibilité, c'est-à-dire le calendrier entre un chantier de déconstruction et puis la mise en œuvre des produits en aval est parfois très importante. Donc, il faut trouver justement les zones de stockage. Donc, vous avez la possibilité vous pourriez trouver du gisement, vous, en fait, du coup, pour ce type de projet? Alors, nous, la matériothèque est surtout une expérimentation en ce moment qui allie des acteurs du déchet qui vont mettre la main sur des gisements, des acteurs de la déconstruction, et puis des architectes qui vont mettre en œuvre. Et aujourd'hui, les gisements, en tout cas le gisement ne semble pas être une réelle difficulté, c'est plus, aujourd'hui on bute plus sur l'aval et la réutilisation avec toute la problématique bureau de contrôle
après tout le volet normatif, réglementaire, qui reste encore à mettre en œuvre et approfondir. Mais là, l'idée, c'était notamment, moi, ce qui m'intéressait dans la présentation, c'était ce volet charpente, et en tout cas, vous faire partager cette expérimentation qui est toute récente, de faire intervenir une scierie mobile pour produire, y compris les chevrons qui ont été évoqués tout à l'heure, qui semblaient être délicats et nécessiter en tout cas du neuf. Bien. Je pense qu'on va pas tarder à conclure. Je vais quand même redonner la main à nos intervenants, peut-être pour un mot de fin, s'il y avait quand même des messages à passer par rapport à cette expérience, dans le vécu, dans les messages clés que vous voudriez passer à l'assistance. Oui, déjà, merci David et le cluster ODIS pour nous avoir permis de faire ce retour d'expérience. C'est important, effectivement, là, comme le disait Emmanuel, c'est qu'il y a aujourd'hui sûrement encore des choses à améliorer donc sur les questions du réemploi, notamment au niveau des gisements et des calendriers. Et aussi, on voit à travers des différents acteurs que en fait, ça serait possible d'aller encore plus loin et de pouvoir faire le chevronnage. Nous, dans le projet qu'on avait dessiné au début, on avait aussi d'autres éléments qui étaient en réemploi qu'on n'a pas forcément pu faire sur ce projet-là, qui était le sol, qui étaient les luminaires. Voilà, donc tous ces éléments-là, effectivement, on se dit que si on arrivait à bien maîtriser toute la chaîne entre tout ce qui peut être gisement, bureau de contrôle, calendrier et questions assurantielles, on pourrait aller vers des projets exclusifs en réemploi. Et aussi un petit dernier mot pour la fin de mon côté. Donc ici sur ce projet, donc pour citer un petit peu l'équipe, donc nous on est le cabinet d'architecture Monolte Local. On a travaillé avec Mobius Réemploi, cabinet d'ingénieurs à Paris, spécialisé en réemploi, et le bureau d'études structure Cube Ingénieur à Bordeaux. Parfait. Peut-être les ateliers de charpente, du coup. Johan? J'ai pas enfin voilà. Déjà vous remercier pour ce retour d'expérience. C'était une riche expérience. C'était la première fois que je faisais ce type de choses. Mais pour ce projet, que vraiment beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir dans la réalisation, dans l'ensemble du déroulement du chantier. Et oui, on espère pouvoir peut-être continuer sur cette voie. Voilà. Merci. Et le dernier mot, c'est pour la maîtrise d'ouvrage, bien sûr. Oui, écoutez, nous, on est ravis d'avoir mené à bien ce projet parce que c'est vrai que c'est un peu notre travail au quotidien. Emploi, est-ce que pourrait être la ville de demain en fait, de nos projets. Nous, on est ravis évidemment de tout ce que ça a pu apporter en termes d'image et de travail, tout ce qui a été fait en fait sur le réemploi au niveau de la charpente. On va continuer dans nos projets de réemploi et voilà, et on aura peut-être l'occasion de se recroiser à nouveau pour de nouveaux projets. Pour ceux qui auraient des questions, j'ai envoyé un petit mail là parce que j'ai envoyé un petit message parce que je vais être obligée de me déconnecter. Si vous avez des questions particulières, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on se fera un plaisir d'y répondre et concernant tous les sujets que vous pourriez avoir en tête. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir organisé ce retour d'expérience. C'est toujours intéressant de voir ce qui a été fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir à tous, merci à vous. Donc, on va conclure comme ça, juste pour vous dire que l'histoire, elle n'est pas terminée. On continue encore nos midis circulaires. Donc, on travaille beaucoup sur le sujet. Donc, vous savez qu'on avait fait un sondage pour savoir quels étaient les thèmes qui vous intéressaient le plus. Donc, là encore, une suspense.
Finalement, il y en a un qui a gagné, qui était celui de la caractérisation. Donc, c'est-à-dire que le mois prochain, donc vous notez sur vos tablettes la date, c'est le 18 mars, on va parler de caractérisation des produits de réemploi. Lors de ce retour d'expérience, on a vu que c'était quand même un énorme sujet. Vous voyez que a priori, celui d'après, vu qu'il y a les vacances, serait le 29 avril. Donc, on décale un petit peu la date. Donc, ça a confirmé, a priori, ça serait le 29 avril. Et le petit sondage que j'ai fait montre que vous souhaitez qu'on ait plus de retours d'expérience. Donc, on va alterner, on va remettre un retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous faire connaître vos retours d'expérience. On en a quelques-uns, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent s'intercaler et qui peuvent avoir un intérêt. Bien entendu, on va partir d'un retour d'expérience qui est très différent de celui-là pour vous donner à voir d'autres choses. Et le thème qui vient après la caractérisation vous intéresse aussi énormément. On pensait qu'il allait arriver en numéro 1, mais il s'est fait dépasser au dernier moment. C'est tout ce qui est assurance et responsabilité. Donc, je pense qu'on va vous revoir très rapidement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est désolé, ça a un peu dépassé, mais vu l'intérêt du sujet, je pense que ça a été passionnant. Et donc, du coup, je vous donne les résultats pour ce sondage-là. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt et au mois prochain. Donc, prochaine date, 18 mars et celle d'après, normalement, le 29 avril. Merci beaucoup et au revoir.